Alors, on continue ce cours de révision sur le modèle atomique et on avait vu que pour fabriquer un atome, pour fabriquer un modèle représentant un atome, on pouvait représenter les particules qui sont dans le noyau au centre avec les protons et les neutrons et autour sur des cercles concentriques représenter des couches électroniques avec les électrons qui se promènent dessus. Alors c'est un beau modèle qui fonctionne bien, qui est clair, très visuel, mais en fait c'est très long à dessiner. Et là on a un petit atome avec 12 protons et 12 électrons, mais imaginez se rendre à un atome avec 50 électrons, 50 protons, ça devient très long et très compliqué à dessiner. Donc on va simplifier ce modèle et on va simplement représenter le noyau par un cercle. Et au lieu de dessiner plein de petites particules dedans, on va écrire combien il y en a. Pour l'instant, cette année, on s'intéresse juste aux protons. Donc on va écrire qu'il y a 12 protons. Tout à l'heure, là, c'était 12 petites billes rouges. Mais là, on a 12 protons, 12 P+, pour protons. Et ensuite, au lieu de faire ces grands cercles, on va faire des arcs de cercle. Donc, 3 cercles représentés par 3 arcs de cercle. Chaque arc de cercle représente une couche électronique. Évidemment, elle, c'est la plus proche du noyau. Elle, c'est la deuxième et elle, c'est la dernière. Et au lieu de dessiner des électrons sous forme de petites billes, on va écrire combien il y en a sur chacune des couches. Donc la première couche électronique que vous voyez là, il y en avait 2, on écrit 2 électrons. La deuxième, il y en avait 8, on écrit 8 électrons. Et la dernière, on écrit 2. Autrement dit, 2 électrons, E-, rappelez-vous le symbole. Au lieu de faire des petits dessins, on écrit simplement avec des chiffres et avec le symbole électron combien il y en a. Donc voilà un moyen très simplifié, qui est très visuel également, de représenter un atome. Alors, on s'entraîne. Allons-y avec le krypton pour commencer. Donc, imaginons que la question soit dessiner un atome de krypton, selon le modèle actuel simplifié, le modèle atomique simplifié. Donc, on va regarder. Déjà, il faut trouver le krypton. Alors, on ne panique pas, on décortique un peu le tableau. À force de le regarder souvent et de l'utiliser, vous allez finir par les retrouver rapidement. Le krypton, il est là, il est dans la dernière famille. Le voilà. On va l'isoler. Et on va bien regarder l'information la plus importante pour démarrer. 36. Je vous rappelle que c'est le numéro atomique. Les numéros atomiques, ce sont les numéros croissants dans le tableau périodique qui avancent d'une unité à la fois. Donc 36, ça correspond au nombre de protons. Par définition, le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Et comme cette année on travaille avec des atomes neutres, on va considérer qu'il y a également 36 électrons. Ça ne sera pas toujours le cas, vous verrez ça l'an prochain. Donc on y va avec 36 protons. 36 protons, très bien, on fait un cercle avec 36 P+, protons. Et ensuite, il faut dessiner les couches électroniques. Alors, je vous rappelle qu'il faut regarder sur quelle période se situe notre krypton. Les périodes, ce sont les lignes. Là, c'était la première ligne. Là, on a la deuxième, la troisième et la quatrième. On comprend bien que le krypton est sur la quatrième ligne du tableau, quatrième période. Eh bien, ça veut dire qu'il y a 4 couches électroniques. On dessine 4 arcs de cercle. Ensuite, on regarde le chiffre romain qui est en haut dans la famille. C'est un 8 ici. On en déduit qu'il y a 8 électrons sur sa dernière couche. La famille, le numéro en chiffre romain ici, nous indique toujours le nombre d'électrons de la dernière couche. 8 électrons. On continue. On remplit avec la règle du 2 fois n au carré. N étant le numéro de la couche électronique. Donc n égale 1 ici, c'est la première. 1 au carré, ça fait 1 fois 2, 2 électrons. On continue avec numéro 2, 2 au carré, ça fait 4 fois 2, 8. Et on s'arrête. Pour l'avant-dernière couche, on va simplement déterminer combien il reste d'électrons à placer. Alors je sais qu'on aurait pu continuer et vous vous dites mais ça fonctionnait. On avait un 3 ici, troisième couche, 3 au carré, ça fait 9 fois 2, 18, ça fonctionne. Vous allez voir juste après que ça ne fonctionne pas toujours. Donc par prudence, il ne faut pas continuer sur ce concept-là. Il vaut mieux s'arrêter à l'avant-dernière et elle est simple à déterminer. C'est une soustraction. On sait qu'on a 36 électrons puisqu'il y a 36 protons. On vient d'en placer déjà 2 plus 8, 10 et 8, 18. Il en reste effectivement 18. On est sûr de ne pas faire d'erreur. Je vous montre un autre exemple et vous allez tout de suite comprendre les problèmes qu'on pourrait rencontrer. Alors, on nous demande maintenant de chercher l'iode, I majuscule. Donc l'iode, il n'est pas loin du krypton, regardez, il est là. Alors, on l'a isolé. L'iode, voilà.
53, c'est notre point de départ, ça veut dire 53 protons dans un cercle, dans un noyau. Excellent. Ensuite, combien de couches électroniques? Alors, on est une case en dessous du krypton de tout à l'heure. Tout à l'heure, il y en avait 4. Et bien maintenant, on ne le voit pas là parce qu'on a pris juste un bout du tableau, mais on est sur la 5e période. Donc 5 couches électroniques, 5 arcs de cercle. On continue. Tout à l'heure, on était à la famille numéro 8 en chiffres romains. On ne le voit pas ici non plus, mais en haut, c'est un 7 en chiffres romains. Donc on met 7 électrons sur la dernière couche. Et ensuite, on avance avec la règle du 2 fois n au carré. N égale 1, ben c'est toujours 2, ça ne changera jamais de toute façon. Ici, c'est toujours 8, donc 2 fois 2 au carré, ça fait 8. Ici, c'est 18, 2 fois 3 au carré. Et attention, on s'arrête. Et c'est là que vous allez voir que on aurait fait une erreur si on avait continué avec le 2 fois n au carré. Parce que n ici, ce serait 4, et 4 au carré, ça fait 16 fois 2, 32. Il ne reste pas 32 électrons. Si vous écrivez 32 ici, ben, il y a un gros problème parce que vous venez de placer beaucoup trop d'électrons. 32 plus 18, ça fait 50, 57 ici, 59, 60. Regardez là, on a largement dépassé le 53. Or, il n'y en a que 53 à placer, puisqu'on a un atome neutre, on l'avait dit dès le départ. Alors à ce moment-là, on fait notre petite soustraction. On a déjà placé 10, 28, 35 électrons. Et bien on va seulement en placer 18, parce que 53 moins 35, ça fait 18. Si vous additionnez tout ça, vous allez voir, ça fait bien 53. Alors je le répète, ce modèle est un modèle qu'on utilise en secondaire 3. Il contient beaucoup d'erreurs, en tout cas d'approximation. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand vous allez avancer dans vos études, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal d'arrangements qu'on a fait. Alors évidemment, pour cette année, ça nous satisfait, mais vous allez décortiquer tout ça. Les couches électroniques, vous allez les décortiquer. Vous allez voir, c'est pas mal plus complexe. Mais pour nous, cette année, c'est très suffisant. On enchaîne avec un autre aspect important du programme de secondaire 3, les changements physiques et les changements chimiques. Ça aussi, vous l'aviez vu en partie en secondaire 2. On va passer rapidement sur les changements physiques. Les changements physiques sont des changements dans lesquels les molécules ne sont pas modifiées. C'est bien important que vous compreniez ça. Ça veut dire que, vous voyez ici des molécules. Je vous rappelle que les molécules sont représentées par les petites billes ici avec le petit trait entre les deux. Donc, on voit que c'est une molécule, peu importe son nom, hein, qui contient 2 atomes. Donc là, on a une molécule avec 2 atomes, un orange et un mauve, accrochés ensemble. Et on a 4 fois cette molécule. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un changement qui, a priori, a donné plus d'agitation à nos molécules. C'est pour ça qu'elles bougent plus. Alors, ça, c'est ce qu'on voit dans un changement d'état. Par exemple, on a de la matière solide qui devient liquide, elle est plus agitée. Alors, des fois, ça peut nous paraître visuellement d'être une transformation importante et on pourrait croire qu'il y a eu une grande modification à la matière elle-même. On n'a plus la même matière. Alors en fait, ce qui peut nous permettre de nous rendre compte que non, il n'y a pas eu de changement dans la matière, c'est de voir est-ce qu'on peut revenir en arrière. C'est le sens de cette double flèche. Donc ici, on a quelque chose qui était peu agité, qui est devenu très agité. On va attendre de le refroidir parce que finalement, là, on a fait monter sa température. Et peut-être qu'on va se retrouver à la situation de départ. Donc important, un changement physique ne modifie pas les molécules. Il y a d'autres exemples, mais c'était juste pour se rappeler de ça et c'est pour bien voir que c'est ce qu'on a en fait dans les changements d'état. Dans les changements d'état, on fait simplement modifier l'agitation des particules, des molécules ou des atomes, peu importe. Et donc là, quand on est à l'état solide, les particules sont peu agitées. À l'état liquide, elles le sont un peu plus. À l'état gazeux, elles le sont beaucoup plus. Mais dans la réalité, ces changements ne modifient pas les particules. Donc les atomes ou les molécules restent les mêmes. On a des atomes. Ici, ce sont des atomes rouges, représentés en rouge, qui sont isolés tout seuls. Ils sont toujours isolés tout seuls. Ils ne sont pas accrochés. Il n'y a pas de modification. C'est l'inverse de ce qu'on voit dans les réactions chimiques. Dans les réactions chimiques, il y a modification de la matière. Alors regardez, on a par exemple une molécule qu'on appelle la molécule A. Donc là, ce sont des lettres pour les représenter. On a une molécule B à la fin. On obtient quelque chose de différent à la fin. C et D. Donc ça, ce n'est pas une formule chimique, vous voyez, là c'est une explication. Je vais vous donner un exemple très rapidement. Donc ce qu'il faut observer pour commencer, c'est que ce n'est pas la même flèche qui a été utilisée. Là, on a une flèche qui va dans une seule direction, dans un seul sens en fait, littéralement. Elle va juste de ce côté vers ce côté. C'est important que vous le compreniez, ça veut dire qu'on est passé de cet état à cet état naturellement, et ça ne reviendra pas tout seul en arrière. Contrairement au changement d'état
où on pouvait revenir en arrière. Là, vous voyez que la flèche nous a dit clairement qu'on ne reviendra pas en arrière. Le temps a avancé, ça c'était le début, ça c'est la fin, et voilà où on en est à la fin. Tout ce qu'on a au début, on appelle ça des réactifs. C'est ce qui va réagir. Tout ce qu'on a à la fin, ce sont des produits. C'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on obtient à la fin. Bon, allons-y avec un exemple concret. On a par exemple ces deux molécules qu'on va faire réagir ensemble. Ça, c'est un exemple de réaction que vous allez voir l'an prochain, une réaction très connue, où on fait réagir un acide, là c'est l'acide chlorhydrique, avec de l'hydroxyde de sodium, de la soude, peu importe comment ça s'appelle. Regardez ce qui se passe si on les met ensemble. On obtient, regardez bien, ici ça s'est coupé, ici le H s'est coupé, ils se sont accrochés ensemble, le Na qui restait va s'accrocher au Cl qui reste, eh bien on obtient des nouvelles molécules. Je vais vous remettre l'animation parce qu'elle est très importante. Il faut vraiment que vous compreniez que les molécules sont modifiées. La molécule qui était là, NaO et H, c'est une molécule de 3 atomes, elle est carrément coupée et il y a, regardez bien, OH qui s'accroche au H qui est ici, qui s'est coupé également, et le Na qui reste s'accroche au Cl. Ça là, c'est un changement chimique. Il y a vraiment de nouvelles substances à la fin. On obtient une nouvelle molécule, de l'eau à la fin. On obtient une nouvelle molécule à la fin ici, du chlorure de sodium. On peut représenter cette réaction avec seulement les lettres. HCl et NaOH, ça donne H2O et NaCl. Vous voyez ici H2O, NaCl. Mais vous voyez bien que ce n'est plus les mêmes molécules qui sont écrites. Et c'est très important. Mais on fait bien attention, on n'a rien fait disparaître et il n'y a rien qui a été créé. Si vous regardez bien, on a bien les mêmes atomes au départ et à la fin. On a un sodium au début, un sodium à la fin. On a un Cl au début, un Cl à la fin. On a deux hydrogènes à la fin, et bien on en avait bien deux au début, regardez, un ici et un ici. Et on avait un oxygène, un oxygène. En fait, il n'y a aucune création de nouveaux éléments ou de nouveaux atomes. La seule chose qui s'est passée, c'est que ce sont des molécules qui se sont réarrangées, réorganisées. Les morceaux se sont détachés et se sont collés d'une autre manière ensemble. C'est ça une réaction chimique. Mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bien sûr, il n'y a pas eu des atomes qui ont disparu ou qui ont été créés. Alors, à l'intérieur de ces réactions chimiques, il y a quelques petites choses à rajouter. Par exemple, si on voit qu'à la fin d'une réaction chimique, on obtient des molécules plus grosses que celles qu'on avait au départ. Qu'est-ce que ça veut dire plus grosses? Ici, on a des molécules à 2 atomes maximum. Ici, il y en a 3. Eh bien, on a quelque chose d'un peu plus gros qui a été créé à la fin. On appelle ça une synthèse. Quand les molécules à la fin, vous voyez, sont un peu plus volumineuses que celles du début. Exemple, la photosynthèse. La photosynthèse, où on crée cette énorme molécule à la fin. Vous la connaissez, la réaction qui a lieu dans les végétaux. Ben, on a des molécules à 3 atomes maximum au début, et on se retrouve avec cette énorme molécule à 24 atomes à la fin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une synthèse. Dans la photosynthèse, le nom le dit. On a l'inverse, on a des molécules qui créent des plus petits morceaux à la fin. Donc par exemple, on a cet oxyde d'aluminium ici qui peut être décomposé et on se retrouve avec des aluminiums tout seul. C'est ce qu'on va faire quand on extrait les roches qui contiennent de l'aluminium pour récupérer l'aluminium, le métal qu'on utilise, que vous connaissez. Et on se retrouve avec des petits morceaux, plus petits à la fin. On avait 5 atomes ici et là 2 maximum. Ça s'appelle une décomposition. Une décomposition connue, c'est la respiration cellulaire, où on a une molécule à 24 atomes maximum au début, et à la fin, on n'a plus que des petits morceaux à 3 atomes maximum. On a également deux derniers exemples, les précipitations, où là, on a une molécule à la fin qui apparaît et qui va précipiter, et ça, on va vous le dire. Cette molécule, elle ne se dissout pas dans l'eau, ça va être clairement exprimé dans le texte, là, on ne peut pas le deviner visuellement. On va vous dire, attention, une des molécules précipite à la fin. Donc ça va s'appeler une précipitation. Et on termine par ces fameuses réactions chimiques où il y a du dioxygène dans les réactifs. Vous voyez ici O2 dans les réactifs, c'est une oxydation automatiquement. Dès que vous voyez écrit O2 dans les réactifs, c'est une oxydation. Et une réaction chimique peut être plusieurs choses en même temps. Par exemple, cette réaction chimique de tout à l'heure, la respiration cellulaire, qui était une réaction de décomposition, où on avait une grosse molécule et des petites molécules à la fin, eh bien c'est aussi une réaction d'oxydation, puisqu'il y a du dioxygène dans les réactifs. Voilà ce qu'il faut retenir de toutes ces réactions chimiques pour cette année en secondaire 3.